On les surnomme chasseurs d'héritiers, détectives de l'héritage ou même les Sherlock Holmes du passé. On parle ce matin des généalogistes successoraux, des professionnels spécialisés dans la recherche d'héritiers lors d'une succession. Ce sont surtout les notaires lorsqu'ils ne parviennent pas à retrouver les héritiers d'un défunt qui font appel à eux. Mais pas que, des particuliers, des banques, des assurances, des collectivités aussi qui souhaitent acquérir des terrains dans le cas de successions non réglées se retrouvent parfois bien obligés de recourir à leurs services. Et si on en parle ce matin, c'est parce que les archives territoriales de Guyane proposent aujourd'hui et demain 2 conférences autour du thème généalogie et foncier. Bonjour Nicolas Cossé. Bonjour à vos éditeurs. Vous êtes généalogiste successoral, c'est vous qui animerez ces 2 conférences. Donc la première, ce sera ce soir à 18h30 à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane sur les sources des recherches généalogiques et foncières. Et puis la deuxième conférence demain, même heure, même endroit, la généalogie successorale, un outil au service du foncier guyanais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de ces conférences, un mot quand même sur votre métier, Nicolas Cossé, généalogiste successoral, c'est pas banal comme profession. Comment est-ce que vous avez l'habitude de présenter ce que vous faites et à quoi vous servez finalement ? Alors en fait, on est un petit peu une sorte d'enquêteur, mais sur les problèmes familiaux. Donc la généalogie successorale, on est vraiment là pour épauler le notaire en fait, pour retrouver les héritiers, retrouver les titres de propriété, mais pas uniquement. On est aussi là pour représenter les héritiers, notamment quand ils sont nombreux, et pouvoir avoir un seul interlocuteur au niveau du notaire, et donc pouvoir faire en sorte que les successions se règlent plus rapidement. Je donnais les surnoms en introduction qui reviennent assez souvent pour vous décrire, détective, Sherlock Holmes, c'est est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ou bien c'est une vision quand même un peu romantique de votre travail ? Non, un petit peu, on va d'archive en archive, on mène vraiment une enquête. Comme toute enquête, ça débute avec un décès, justement la plupart du temps. Et ensuite, voilà, on remonte le fil, on essaie de trouver des indices on reconstitue un peu la vie de la personne, savoir où elle a vécu, si elle a eu des enfants, retrouver sa famille, ses métiers et autres. Donc c'est vraiment comme une enquête. Comment est-ce qu'on devient généalogiste successorale, Nicolas Cossé ? Je suppose qu'à la base, non seulement il faut quand même un certain goût pour la recherche, les archives, les mystères à élucider, mais aussi des compétences en droit et notamment en droit des successions, parce que il faut savoir quand même qui on cherche et qui hérite à la fin. C'est ça, donc en fait il y a vraiment 2 grosses parties en généalogie. On a la généalogie familiale où là on va plus avoir des personnes qui ont un diplôme en histoire et vraiment les généalogistes successoraux, donc ceux qui s'occupent des successions, où là on est vraiment plus sur des personnes qui ont un diplôme en droit effectivement, et donc il existe diverses formations. Donc moi à mon époque il y avait une licence professionnelle de généalogie successorale à l'université de Corté, donc en Corse, et maintenant aujourd'hui c'est plutôt un bachelor qui existe. Sinon on peut aussi s'orienter vers des métiers du notariat ou autre au début, mais il faut absolument avoir un diplôme en droit si on veut exercer le métier de généalogiste successoral. Et avec un goût pour la généalogie quand même depuis longtemps, ou bien ça s'est créé, ça s'est formé peu à peu dans votre cas personnel ? Non, alors dans mon cas personnel, en fait, j'ai commencé la généalogie à l'âge de 11 ans et j'ai découvert au fur et à mesure que c'était un métier en fait au lycée lorsqu'on fait tout ce travail d'orientation. J'ai découvert que c'était un métier et du coup, j'ai décidé de faire la poursuite du cursus là-dedans, en ayant toujours en tête ce côté international aussi que je voulais garder, vu que les personnes bougent de plus en plus. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté par la suite vers un double diplôme, donc droit et langue, pour pouvoir m'amener derrière la généalogie internationale. Le côté international, il vient d'où exactement ? Vous cherchez des personnes et en fait vous vous rendez compte que les héritiers sont aujourd'hui à l'autre bout du monde et donc il faut arriver à retracer leurs traces entre guillemets ? C'est ça, donc en fait c'est principalement deux choses qui se passent dans mon cas. Soit je travaille pour des généalogistes étrangers qui ont besoin de faire des recherches en France, soit je travaille pour des généalogistes en France qui ont besoin de faire des recherches à l'étranger. Donc effectivement, soit des personnes qui sont arrivées en France et qui ont toute leur famille qui est à l'étranger, ou alors un frère, une sœur, un cousin qui est parti à un moment donné à l'étranger, et donc cette personne-là, il faut soit la retrouver, soit retrouver ses descendants ou ses héritiers dans le pays où elle est partie. On va essayer d'être concret ce matin, Nicolas Cossé. Imaginons, je suis notaire, je dois m'occuper de régler la succession d'une personne, disons un retraité par exemple décédé à Cayenne, mais sans enfant et sans conjoint. Je dois identifier les héritiers, mais malheureusement il n'y a aucun parent proche de connu, et je fais appel à vous parce que cet homme avait une maison. Comment est-ce que vous commencez les recherches ? Alors, on prend déjà dans un premier temps les premières informations que le notaire aura pu avoir. Parfois, c'est vraiment très parcellaire, c'est juste l'acte de décès. Parfois, sur l'acte de décès, il n'y a pas toutes les informations parce que les personnes n'étaient pas spécialement connues et le déclarant n'a pas donné assez d'informations. Ouais. Donc, dans un premier temps, on va dans les archives, on va dans les mairies,
On essaie de vérifier tous les actes au patronyme de la personne pour vérifier si on trouve des filiations, des frères et sœurs ou autres. Parfois, on peut aussi aller faire des enquêtes auprès de proches, de voisins, de personnes qui ont connu la personne, essayer d'avoir un peu des informations. On regroupe toutes ces informations, ça nous amène vers de nouvelles informations à aller chercher et on continue comme ça, exactement comme une enquête, comme on disait au début. Ouais, donc votre travail majoritairement, c'est surtout d'aller plonger dans les archives, de retrouver les états civils, les actes de décès, de mariage pour reconstituer en quelque sorte le parcours d'une personne. C'est ça, donc vraiment reconstituer tout son parcours. Ouais. Donc dans un premier temps, essayer de savoir les adresses où elle a vécu, les villes où elle a vécu pour justement faire en sorte que les recherches se passent à cet endroit-là et donc concentrer nos recherches à certains endroits et non pas sur tout le territoire français, Ouais. Parce qu'il n'existe pas, c'est important de le dire, de base nationale en fait pour faire ces recherches. On est vraiment obligé d'aller dans les documents de chaque commune pour effectuer les recherches et donc effectivement c'est comme ça qu'on effectue un peu le travail. Je suppose que maintenant avec Internet, vu qu'on a accès à énormément de données généalogiques en ligne, ça a dû quand même changer un petit peu votre manière de travailler, voire même accélérer les recherches? Alors, on regarde effectivement les données qu'on a en ligne, mais on peut pas se baser seulement là-dessus pour plusieurs raisons. Donc effectivement, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est pour tous les documents de plus de 100 ans. Une grosse majorité de ces documents-là sont en ligne sur les sites des archives départementales. Ouais, ils sont numérisés et tout le monde peut y accéder. On peut y accéder. Pour les documents plus récents, c'est interdit par la CNIL que ce soit diffusé en ligne. Donc il y a cette première source. Une autre source aussi qu'on utilise parfois, mais encore une fois, pas entièrement, c'est les arbres généalogiques tout simplement qui sont faits sur les sites de généalogie. On s'en inspire parfois pour avoir des informations, savoir justement si une personne a eu des enfants auxquels on n'aurait pas pensé, mais malheureusement on ne peut pas s'y fier à 100% vu que c'est fait par des généalogistes amateurs, il n'y a pas souvent les sources qui sont dessus, donc on s'en sert mais c'est pas uniquement nos sources. Et vos enquêtes, elles peuvent durer combien de temps du coup? Je suppose que ça doit dépendre aussi de la difficulté du dossier qu'on vous donne. C'est ça, c'est très variable, mais pour la partie recherche simple, donc sans parler de la partie représentation et règlement de succession chez le notaire, pour la partie recherche simple, en règle générale, sous 6 mois grand maximum, pour vraiment des dossiers très compliqués, des dossiers où par exemple j'ai retrouvé plusieurs centaines d'héritiers sur un même dossier. Voilà, on est sur 6 mois pour des dossiers en Guyane. Ça peut être beaucoup plus long à partir du moment où il y a des recherches à faire à l'étranger, dans des pays où notamment on n'a pas d'accès, nous, en tant que généalogiste français, et où on doit passer par des confrères sur place. Là, ça peut être un peu plus long. Mais sinon, voilà, en règle générale, sous 6 mois, 1 an, pour les dossiers guyanais en tout cas, on peut régler les dossiers. Et comment dire ça, jusqu'où vous pouvez remonter, jusqu'à quel degré de parentalité? Parce que je suppose qu'au bout d'un moment, si vous remontez jusqu'au XVIIe siècle, des cousins éloignés, on peut en trouver des milliers. C'est ça, donc en fait il faut distinguer deux cas, le cas où on est ce qu'on appelle en ligne directe, donc c'est-à-dire les descendants. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite, on va vraiment jusqu'au dernier des vivants à chaque fois. Par contre, si jamais on est sur les cousins, dans ce cas-là, on hérite seulement jusqu'au 6e degré. Donc le degré ne se compte pas comme en généalogie familiale. En fait, une personne égale 1 degré. Donc 6e degré, c'est tout simplement les arrière-grands-parents en commun, donc pas les cousins germains, les cousins qui arrivent ensuite. Et donc ça s'arrête ici. Si jamais il n'y a pas de personnes qui ont été retrouvées au 6e degré, la succession repart à l'État. Et alors, est-ce que ça vous arrive parfois, du coup, Nicolas Cossé, de ne pas y arriver, de ne rien trouver sur une personne, voilà, qu'un particulier, qu'un notaire ou qu'une collectivité va vous demander d'arriver à retrouver? Alors, à aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé, si ce n'est pour des dossier mais que je n'ai pas pris dès le début parce que ça partait dans des pays où je me suis renseigné dès le début, c'était beaucoup trop compliqué d'effectuer des recherches sur ces endroits-là. Oui. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de dossiers aussi bloqués sur Sainte-Lucie, ce qui va certainement intéresser aux auditeurs parce que je pense que beaucoup sont concernés, mais j'ai de nouveau des nouveaux contacts sur place qui vont me permettre certainement de débloquer ces dossiers-là. Mais sinon, non, à aujourd'hui, j'ai jamais eu de dossier où c'est arrivé jusqu'à après le 6e degré, où il n'y avait aucun successible et que la succession est partie à l'État. À aujourd'hui, j'ai peut-être de la chance, mais en tout cas, j'ai réussi à terminer tous les dossiers que j'ai eus en termes de recherche. Alors, pour revenir sur le cas précis de la Guyane, Nicolas Cossé, on parlait de votre parcours tout à l'heure. Vous avez un bureau donc ici à Remire-Montjoly, mais à la base, vous êtes de l'Hexagone et vous me disiez tout à l'heure qu'en fait, vous êtes venu travailler au départ en Guyane via le projet du TCSP. On le sait, les travaux, ils ont été retardés, notamment à cause du foncier. Donc, on a fait appel à vous, c'est bien ça, pour retrouver les héritiers de certaines parcelles? C'est ça, en fait, donc l'intégralité des généalogistes ont été contactés pour ce projet-là et pour soumettre des offres pour retrouver les héritiers de 8 parcelles dans le cadre du TCSP, donc qui étaient situées sur le tracé, pour lesquelles on avait des informations rapides sur le propriétaire, mais on n'avait pas de titre de propriété et on savait que ces personnes étaient décédées il y a bien longtemps.
en faisant quelques recherches préliminaires, j'ai vu que donc, non seulement il y avait des recherches foncières à faire, mais aussi qu'il y avait des héritiers à Hong Kong et aux États-Unis. Et donc, vu que mes deux spécialités, c'était les recherches foncières et les recherches internationales, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de soumettre une offre et d'aller aider pour ces recherches. Et donc, c'est en octobre 2020 que j'ai été pris pour ce marché et que j'ai pu faire ensuite les recherches dès mars 2020. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte non seulement des difficultés qu'il y avait pour effectuer les recherches, notamment des documents manquants, aussi beaucoup de reconnaissances, beaucoup de naissances hors mariage qui compliquent un peu les recherches parce que beaucoup d'enfants avec des noms différents et donc ça complique énormément les recherches derrière. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai remarqué les problématiques liées à ça qu'il y avait en Guyane, qui avait une forte demande de généalogistes successorales, même si les personnes ne s'en rendaient pas compte parce que le métier n'étant pas très connu, ils ne savaient pas qu'en faisant appel à un généalogiste, on pouvait régler ces problèmes qui, je pense, concerne une grosse majorité des Guyanais. Comment est-ce qu'on explique d'ailleurs que encore aujourd'hui, moi le premier, je vous avoue, quand j'ai entendu parler de votre métier il y a quelques jours, j'en avais jamais entendu parler. Comment est-ce que vous expliquez ce manque d'informations finalement sur votre profession et sur ce que vous faites ? Alors, je pense que déjà, ça s'explique tout simplement par le nombre de généalogistes qu'il y a en France. Il me semble qu'on est 600 ou 700 seulement, et il y a que 140 études dans toute la France, en fait, quelques-unes qui sont dans les territoires d'outre-mer aussi. Ah oui, c'est très peu. C'est vraiment très peu. En Guyane, il y avait personne vraiment qui s'était intéressé au dossier. Donc je pense que voilà, c'est plus un manque de connaissances, que ce soit de la part des administrations, des administrés aussi, mais aussi certainement peut-être un peu de la faute des généalogistes aussi, qui n'ont pas pensé à ce territoire, qui n'ont pas fait la publicité aussi dessus. Donc je pense que c'est vraiment dans les deux sens qu'il y a eu un manque de communication. Vu qu'on parle de foncier, en plus ce sera donc les thèmes des conférences, surtout celle de demain que vous allez donner à la MCMG. Vous m'avez donné ce chiffre tout à l'heure, Nicolas Cossé, selon vos estimations, 28% des parcelles privées ici en Guyane sont détenues par au moins 3 personnes. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce sujet-là, et est-ce que c'est en partie cette situation finalement qui explique tous les problèmes d'indivision et de maisons abandonnées qu'il y a en Guyane, Nicolas Cossé? C'est ça, donc ces chiffres sortent du rapport de l'ODEC, donc l'agence d'urbanisme et de développement en Guyane. D'accord. Donc en fait, ce chiffre est basé sur le nombre de propriétaires par parcelle. Donc en fait, dès qu'il y a plus de 3 propriétaires, on considère que c'est en indivision, parce que 2 propriétaires, ça peut toujours être un couple, mais au-delà, c'est de l'indivision normalement. Et donc effectivement, il y aurait 28% du parcellaire qui appartient au privé qui serait en indivision. Ça représente quand même 14 000 parcelles en Guyane. Et effectivement, c'est des problématiques ensuite qu'on voit aujourd'hui, mais qu'on n'identifie peut-être pas liées à ces problématiques-là, qui sont les biens abandonnés, les biens squattés, parce que pendant plusieurs années, les successions ne sont pas réglées. Du coup, on a des biens qui se dégradent et des personnes qui viennent à l'intérieur de ces biens-là. Et en règle générale, quand on regarde ces biens-là, donc qui sont souvent ceux que les mairies veulent récupérer ou que les héritiers à un moment donné veulent régler, on se rend compte effectivement que c'est lié à une succession qui n'a pas été réglée pendant des dizaines d'années, voire beaucoup plus. J'ai beaucoup de successions qui datent d'il y a plus de 100 ans et qui sont dans ce cas-là. Majoritairement, les dossiers dont vous vous occupez ici en Guyane, on parle pas de quelques décennies, c'est des choses qui commencent il y a à peu près plus d'un siècle. Oui, il y a beaucoup de dossiers plus d'un siècle. Le plus ancien dossier que j'ai, on est sur des personnes qui ont acquis le bien juste après la Révolution française. Donc voilà, les recherches viennent à peine de commencer, donc encore beaucoup de recherches et certainement beaucoup d'héritiers. Mais effectivement, c'est des recherches qui sont la plupart du temps très anciennes, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas régler les dossiers dès maintenant justement pour éviter ces problématiques-là par la suite. On va peut-être rappeler l'indivision, comment dire ça. Qu'est-ce qu'elle complique en fait d'un point de vue successoral, et pour quelles raisons justement il vaut mieux s'en occuper le plus tôt possible et ne pas faire traîner les choses avant que la situation elle finisse par totalement pourrir? C'est ça. Alors en fait, on est en indivision à partir du moment où il y a eu effectivement un notaire qui s'occupait d'une succession et qu'un bien n'a pas été vendu par la suite, ou qu'une personne est décédée et qu'effectivement il laisse plusieurs personnes. Le problème de l'indivision, c'est que plus on la laisse traîner, plus il y aura d'héritiers derrière qui vont venir, parce qu'à chaque fois qu'une personne va décéder, elle va elle-même laisser ses enfants et ainsi de suite. Et donc plus il y a d'interlocuteurs dans le dossier, plus ça va être compliqué pour les recherches, ça va être compliqué aussi pour le notaire, parce que du coup, au lieu d'avoir que 3-4 interlocuteurs, il va en avoir plusieurs dizaines,
Et c'est là aussi l'intérêt du généalogiste par la suite, c'est donc de représenter les héritiers, même une fois que les dossiers ont avancé et que les héritiers sont juste en indivision, pour pouvoir essayer de vendre les biens ou au moins procéder au partage si jamais on est sur une grande parcelle, et pouvoir ne pas rester en indivision, ce qui peut bloquer au moment de la vente et au moment aussi du paiement des impôts, ce genre de choses. Oui, parce que la règle, on va dire d'un point de vue successoral, c'est plus il y a de monde, plus c'est difficile au final que toutes les personnes arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'on fera en fait du bien dont on a hérité. C'est ça, et puis quand le notaire demande des documents aux héritiers, bien évidemment, s'il y a qu'une personne et que cette personne répond vite, le dossier va aller vite. Quand vous avez 100 personnes, au bout d'un moment, effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué, surtout quand il y a des héritiers qui sont à l'étranger, qui ne comprennent pas spécialement les documents qu'on leur envoie en français, ça peut devenir plus compliqué. Donc 28%, on l'a dit, 28% des parcelles privées ici en Guyane qui sont détenues par au moins 3 personnes, c'est largement plus que dans le reste de la France. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre particulièrement élevé, Nicolas Cossé ? Alors, je pense qu'il y a déjà eu un peu aussi de la coutume, c'est-à-dire que de ce que je vois des dossiers, des historiques familiaux et de ce qu'on a pu me raconter justement dans les familles, la plupart du temps, quand une personne décédée, on laissait la maison au fils ou à la fille qui vivait avec la mère qui vient de décéder, pas d'acte effectué derrière devant le notaire ou autre, c'était connu de tout le monde, que ce soit des voisins, de la famille, que c'est cette personne-là qui est propriétaire, même si légalement parlant c'est pas le cas. Et au final, au moment de son décès, vu que souvent c'était la personne la plus jeune de la famille qui est restée dans le bien, les frères et sœurs sont décédés, peut-être des neveux et nièces aussi sont décédés, du coup beaucoup plus compliqué d'effectuer les recherches. Et comme on disait tout à l'heure, vu que les généalogistes n'étaient pas spécialement connus, les notaires n'étant pas en capacité de retrouver tous les héritiers et d'effectuer les recherches pour retrouver tout le monde, les dossiers étaient laissés un peu tomber à l'abandon. Et ensuite, c'est là où on se retrouve avec des biens qui deviennent abandonnés, squattés et autres. Oui, et là, quand pour le coup on se balade dans, le centre-ville de Cayenne et qu'on voit le nombre de maisons abandonnées, on se dit vous avez beaucoup de boulot ici en Guyane. C'est ça, je vous dis sur les 14 000 parcelles, alors ça représente peut-être pas 14 000 successions, en règle générale quand je m'occupe d'une succession, justement pour essayer de tout régler en même temps, j'essaie de vérifier s'il n'y a pas d'autres successions, d'autres terrains, et en règle générale on retrouve également d'autres terrains qui appartiennent aux familles, donc effectivement la plupart des biens abandonnés c'est soit ça, soit des personnes qui sont parties ensuite en hexagone ou à l'étranger et qui ne s'occupent plus du tout de ces biens-là, mais ce cas-là est vraiment très rare, la plupart du temps on est vraiment sur des successions qui n'ont pas été réglées. Est-ce que pour être un bon généalogiste successoral, Nicolas Cossé, on est obligé de bien connaître le territoire où on exerce, les communes, la géographie, l'histoire, la culture, parce que je suppose que quand vous commencez une recherche, il vaut mieux avoir en tête quelques pistes de réflexion pour pas sauter dans l'inconnu et savoir à peu près ce qui va vous attendre. C'est ça, alors connaître l'histoire du territoire, c'est effectivement mieux pour notamment connaître aussi les migrations des populations au sein même du territoire. Par exemple, pour la Guyane, savoir qu'à un moment donné, il y a eu tous les territoires de Lénini, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties sur ces territoires-là pour leur paillage. Et donc, il peut y avoir des personnes qui sont décédées sur ces territoires si jamais on n'arrive pas à retrouver les décès sur les communes du littoral. Savoir aussi que, aujourd'hui, la majorité des naissances, c'est sur Cayenne, sur Kourou, sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, connaître la géographie, ça permet de savoir que si quelqu'un est sur Iracoubo, on ira peut-être chercher plutôt les naissances sur Kourou, peut-être à la limite à Saint-Laurent-du-Maroni, mais un peu moins de chances qu'il y en ait sur Cayenne, mais ainsi de suite. Donc, connaître le territoire, ça permet notamment ça, et aussi de connaître les documents qui sont disponibles sur le territoire, parce que beaucoup de documents, soit n'ont pas été créés, notamment pour la Guyane, il y a beaucoup d'exceptions, contrairement à la métropole, et aussi beaucoup de documents qui ont été détruits, qui ont été perdus, qui sont en très mauvais état. Donc, connaître le territoire, c'est vraiment très important pour pouvoir mener à bien les recherches et trouver des petits chemins parallèles pour pouvoir arriver au bout des recherches. L'état, le mauvais état des documents que vous pouvez trouver, c'est une spécificité, on va dire, du territoire guyanais, ou bien c'est quelque chose que vous trouvez partout ? Malheureusement, il y a ça un peu partout. C'est effectivement un peu plus le cas dans les DROMCOM et dans tous les territoires d'outre-mer. Ça s'explique souvent aussi tout simplement par la mauvaise conservation qu'il y a eu, et aussi par rapport au climat qu'il y a dans ces endroits. Donc c'est vrai que c'est sur un territoire aussi humide que la Guyane, c'est beaucoup plus compliqué de conserver aussi les documents. Donc si ça n'a pas été bien conservé dès le début, aujourd'hui on peut se retrouver effectivement avec des traces de champignons ou autres sur les documents assez anciens, mais même quand je dis anciens, ça peut même être les années 40, 50. Avec des difficultés du coup aussi à lire ce qu'il y a décrit, je suppose, des lettres que vous n'arrivez pas à déchiffrer, ça doit être compliqué aussi. C'est ça, des écritures qui ont bavé un peu, des écritures qui apparaissent de l'autre côté, vraiment des taches parfois sur les
des documents qui s'émiettent dès qu'on tourne les pages et qui du coup ne sont pas consultables. Donc effectivement, l'avantage par contre en Guyane, c'est que jusqu'en 2011, il y avait ce qu'on appelait le triplicata. Donc en fait, il y avait une copie qui était déposée au greffe, un trip qui était envoyé au ministère des Outre-mer en hexagone, ce qui permet d'avoir 3 copies. Donc sur ces 3 copies, en règle générale, on arrive à retrouver les bons documents. Il y en a au moins une qui est encore en bon état aujourd'hui. Normalement, oui. Et on le disait, ça fait maintenant quelques années du coup que vous avez commencé à travailler ici en Guyane. Vous avez beaucoup de dossiers, on le disait tout à l'heure, particuliers, notaires, collectivités. Il y a de plus en plus de monde qui ont besoin de faire appel à vos services. Ça représente une grosse quantité de travail, ce que vous faites ici en Guyane. Aujourd'hui, je pense que ça représente bien plus de 50% en termes de temps de travail sur les dossiers. Je sais qu'au fur et à mesure où je fais découvrir le métier aussi, il y a de plus en plus de dossiers qui arrivent. Et il y a de la demande. Il y a de la demande, et quand on voit le nombre de parcelles, effectivement, donc c'est des chiffres que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps en préparant la conférence, justement, parce qu'il y a pas vraiment de chiffres officiels qui sortent là-dessus, et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas énormément, et donc il y a une forte demande, ça c'est sûr, à voir dans les années à venir, mais je pense qu'il faudra qu'on soit bien plus d'un sur le territoire pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un dossier dans votre carrière, Nicolas Cossé, qui vous a particulièrement marqué parce que soit histoire particulière, soit recherche difficile pour arriver à remettre la main sur la personne que vous cherchiez ? Alors j'en ai 2 en tête, je vais essayer d'être très rapide dessus. J'en ai un qui s'est passé en hexagone, du coup on a retrouvé des personnes la personne décédée était une personne qui était décédée en déportation. Les descendants qu'on a contactés au début pensaient ne plus avoir de famille. En fait, on leur a retrouvé des cousins par le biais de cette succession-là. Ils se sont retrouvés du coup après la succession. Et une autre succession que j'ai en tête, qui cette fois-ci en Guyane, notamment dans le projet du TCSP, c'est une succession où il y a eu plus de 120 héritiers dans le dossier pour une seule parcelle. Ce qui a fait que les recherches ont pris un peu de temps, mais on est arrivé à bout, on a retrouvé tout le monde dans le dossier. Et alors comment est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez avec 100 héritiers pour, on parlait tout à l'heure des difficultés finalement sur, voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'un bien, alors qu'il y a beaucoup d'héritiers. Ça c'est votre travail ou bien c'est surtout celui du notaire qui arrive dans la place? Alors de base c'est le travail du notaire, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, les généalogistes sont intervenus aussi dans la partie représentation, justement, pour aider le notaire là-dedans. Bon, sur ce dossier-là, on n'a pas eu besoin parce que c'était une des parcelles du TCSP, justement. Donc moi, j'ai pas eu besoin de gérer toute la partie derrière administrative. Mais sinon, effectivement, dans ce type de dossier, et plus que les autres, le notaire a absolument besoin que le généalogiste représente l'ensemble des héritiers par le biais d'une procuration pour pouvoir avoir un seul interlocuteur et pouvoir avancer sur ces dossiers. On parle quand même de sujets qui sont parfois difficiles, ça touche à la famille, au passé, à l'argent, à des conflits familiaux peut-être que tout le monde a voulu mettre un petit peu sous le tapis. Est-ce que votre travail, il a déjà ravivé, on va dire, des tensions familiales ou créé justement des conflits entre héritiers en quelque sorte, Nicolas Cossé? Malheureusement, oui, il n'y a pas que ces belles histoires où des personnes se retrouvent après plusieurs années. Malheureusement, parfois, on découvre aussi des testaments que les personnes ne connaissaient pas ou des demi-frères, demi-sœurs que les personnes ne connaissaient pas. Donc effectivement, ça ravive des histoires familiales, parfois des personnes qu'on pensait être des tantes, des oncles sont au final des frères ou des sœurs qui ont été cachés pendant des années. Donc effectivement, parfois, ça ravive un peu des tensions. C'est aussi là qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un seul interlocuteur auprès du notaire pour éviter que ces histoires n'entravent les dossiers par la suite. Je lisais, Nicolas Cossé, qu'en fait aujourd'hui aussi on faisait de plus en plus appel à des professionnels comme vous, à des généalogistes successoraux, parce que la société évolue, les gens bougent de plus en plus, changent de région, les structures familiales aussi elles évoluent avec la hausse des divorces et les liens familiaux qui sont de plus en plus complexes. Est-ce que tout ça explique que parfois ça peut compliquer aussi une succession et que donc on doit faire appel à vous? Oui, bien sûr. Avant, on avait souvent le même schéma, c'est-à-dire le même notaire pour toute la famille, qui du coup avait tous les documents de la famille. Donc, on arrivait à reconstituer l'histoire familiale assez facilement. C'était de notoriété publique, le nombre d'enfants qu'on avait. On trouvait 2 témoins, 3 témoins dans la commune. On pouvait effectuer les actes auprès du notaire. C'était pas trop un problème. À aujourd'hui, effectivement, les familles bougent beaucoup plus. On reste pas dans le même village, même pas dans le même département, parfois même pas dans le même pays. Et effectivement, plusieurs mariages, parfois pas du tout de mariage, justement, ce qui complique les recherches, notamment quand c'est les hommes qui ont donné les noms de famille quand on cherche les descendants d'une femme. Donc effectivement, l'évolution aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus besoin de ces recherches-là, et parfois c'est des recherches
plus simple où on doit juste confirmer le nombre d'enfants. Dernière question et très rapidement, Nicolas Cosset, enfin plutôt un conseil que dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Plus on attend, plus c'est compliqué. Le message à faire passer ce matin, c'est aussi que s'il y a une succession difficile, il vaut mieux s'en occuper quand même le plus tôt possible. C'est ça, comme on expliquait auparavant, plus on attend, plus il y aura d'héritiers, plus ce sera compliqué devant le notaire pour pouvoir répondre, et surtout le bien risque de se dégrader, d'être squatté, donc on risque d'avoir des procédures beaucoup plus longues ensuite. Nicolas Cosset, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous donnerez 2 conférences à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. La première, ce sera ce soir à partir de 18h30, et la deuxième, dédiée uniquement, on va dire, à la question du foncier guyanais, demain, donc toujours à la MCMG à partir de 18h30. Merci encore. C'est bien ça, merci à vous. Très bonne journée à vous.